Combien de fois avez-vous ressenti un poids émotionnel qui ne semblait pas provenir de vous, mais venait de quelque part lointain, comme s'il s'agissait d'un héritage? Souvent, ce lien silencieux provient de la figure de la grand-mère maternelle, une présence que Freud reconnaissait comme une partie essentielle de la formation psychique. Dès le début de ses études, Freud était conscient du fait que le psychisme ne se forme pas uniquement à partir des expériences individuelles, mais aussi à partir d'un héritage émotionnel transgénérationnel. Cela signifie que ce que les grands-parents ont vécu, leur douleur, leur culpabilité, leur peur et même leur silence, reste comme une sorte de marque invisible qui traverse le temps et nous parvient. Il ne s'agit pas seulement de souvenirs conscients ou d'enseignements directs, mais de quelque chose de plus subtil, des contenus qui restent dans l'inconscient familial, transmis par des gestes, des habitudes, des phrases répétées, des expressions d'affection ou même d'absence. Au sein de cet héritage, la figure de la grand-mère maternelle occupe une place particulière. Elle n'est pas seulement la mère de la mère, mais aussi la racine féminine la plus proche, le lien entre les générations de femmes qui portent et transmettent la vie. Freud soulignait à quel point la relation mère-fille est déterminante pour la structure psychique, et en ce sens, la grand-mère maternelle apparaît comme l'origine silencieuse de ce courant. En formant la mère, elle façonne aussi indirectement le destin émotionnel de ses petits-enfants. Cette présence, cependant, est souvent ressentie davantage comme une atmosphère que comme une cohabitation directe. Pensez au nombre d'adultes qui se souviennent de leur grand-mère maternelle, non pas par ses paroles, mais par ses sensations. Elle était présente au déjeuner du dimanche, peut-être en préparant des plats qui ont marqué l'enfance, peut-être en observant en silence, sans intervenir. Dans certains cas, c'était une figure affectueuse, qui offrait des câlins et racontait des histoires. Dans d'autres, elle était distante, réservée, presque inaccessible. Mais dans tous les cas, sa présence ou son absence laisse des traces qui continuent de résonner dans le psychisme. Freud observait que l'inconscient garde tout ce qui n'a pas pu être pleinement vécu ou élaboré. Ainsi, le deuil inexprimé de la grand-mère, les culpabilités qu'elle portait en silence, les tensions de sa jeunesse ou les peurs que la société de l'époque lui imposait pouvaient s'infiltrer dans l'environnement familial et façonner les générations suivantes. Le petit-fils ou la petite-fille peuvent grandir sans jamais entendre directement ces histoires, mais en ressentant le poids d'une tristesse qu'ils ne comprennent pas, d'une anxiété qui semble n'avoir aucune origine claire, d'une attente qui plane dans l'air sans être nommée. Prenons un exemple concret. Une grand-mère qui a été abandonnée par son mari très jeune, mais qui n'en a jamais parlé ouvertement. Ce traumatisme passé sous silence peut se transformer en une vigilance extrême envers sa fille, comme si elle devait toujours être forte et ne jamais dépendre de personne. La fille, à son tour, grandit avec cette marque et transmet à ses enfants un modèle de méfiance ou de rigidité émotionnelle. Le petit-fils ne sait pas l'expliquer, mais il sent qu'il doit toujours être vigilant, que trop faire confiance peut être dangereux. C'est la logique de l'héritage invisible. C'est à ce stade que nous comprenons ce que Freud appelait le retour du refoulé. Ce qui a été refoulé par une génération revient sous forme de symptômes dans une autre. La grand-mère qui n'a pas pleuré sa douleur peut transmettre à sa petite-fille une mélancolie inexplicable. La grand-mère qui n'a pas parlé de ses désirs peut transmettre à son petit-fils une difficulté à gérer les siens. Ce que nous voyons alors, c'est que la grand-mère maternelle n'est pas seulement une figure de mémoire ou d'affection, elle est une présence psychique qui continue d'agir dans la vie de ses descendants. Ses gestes, ses choix et ses silences forment une sorte d'héritage émotionnel qui ne s'écrit pas dans un testament, mais s'inscrit dans l'inconscient. Comprendre cet héritage ne signifie pas accuser ou culpabiliser. Cela signifie plutôt reconnaître que chacun de nous porte en lui une partie invisible de cette ascendance, tant dans ce qu'elle nous a donné comme force que dans ce qu'elle a laissé comme blessure. La thèse qui guide notre réflexion est simple, mais puissante. Comprendre la grand-mère maternelle, c'est comprendre une partie de ce qui nous habite. Car dans chaque geste que nous répétons, dans chaque mot qui résonne en nous, il y a quelque chose de cette racine silencieuse qui continue de vivre. Freud décrivait l'inconscient comme un vaste dépôt, où sont conservés les désirs, les peurs et les expériences qui n'ont pas pu être pleinement vécues. Mais tout au long de son œuvre, il a également remarqué que cet inconscient n'est pas seulement individuel. Il se construit au sein d'un réseau, d'une histoire partagée. Chaque famille fonctionne comme une petite société, dans laquelle les secrets, les silences et les douleurs non élaborées
continue d'agir pendant des décennies, même lorsque personne n'en parle. C'est ce que nous pouvons appeler l'inconscient familial. Dans cet espace invisible, chaque génération reçoit bien plus qu'un héritage matériel ou biologique. Elle reçoit également un héritage d'affection et de traumatisme. Les grands-mères, et en particulier la grand-mère maternelle, jouent un rôle fondamental dans cette transmission. Elles sont la racine d'où provient la mère et, par conséquent, participent silencieusement à la formation de leurs petits-enfants. Lorsque Freud analysait les mécanismes de répétition, il faisait précisément référence à ce phénomène. Ce qui n'a pas été résolu dans une génération a tendance à réapparaître dans la suivante, comme si cela cherchait, d'une certaine manière, à être enfin reconnu. Prenons un exemple. Une grand-mère qui, encore jeune, a souffert d'abandon conjugal. Elle n'en a peut-être jamais parlé ouvertement, car à l'époque où elle vivait, il n'y avait pas de place dans la société pour exposer une telle douleur. Mais cet abandon a laissé des traces profondes dans sa façon d'être. Elle est peut-être devenue méfiante, rigide, exigeant de sa fille une attitude toujours forte et indépendante. Cette fille, en grandissant, porte l'ombre de la surveillance maternelle. Et même sans avoir jamais entendu l'histoire en détail, elle apprend à vivre dans la peur d'être rejetée, transmettant ce même sentiment à son propre fils. Le petit-fils, quant à lui, peut développer un comportement anxieux, toujours soucieux de plaire aux autres, sans jamais comprendre d'où vient ce poids. C'est ainsi que fonctionne l'inconscient familial. Ce n'est pas génétique, ce n'est pas un héritage sanguin, mais des histoires non résolues qui façonnent les attitudes. Freud disait que ce qui n'est pas élaboré se répète, et, dans le cadre familial, cela se répète dans des schémas émotionnels qui traversent les générations. Le petit-fils qui craint d'être abandonné, même sans raison apparente, est la preuve vivante d'une expérience qui n'a pas été clôturée dans le passé. Un autre exemple peut être observé dans les familles qui ont subi des pertes traumatisantes. Une grand-mère qui a perdu un jeune enfant peut porter en elle une douleur profonde, souvent passée sous silence. Cette douleur peut se transformer en une surprotection envers les enfants survivants, créant chez eux un sentiment d'étouffement. Lorsque ces enfants deviennent parents, ils répètent, bien que sous une autre forme, cette même attention excessive. Le petit-fils grandit sans comprendre pourquoi il a tant de mal à respirer l'autonomie, sans se rendre compte qu'il porte en lui, au fond de lui, l'ombre d'une perte qu'il n'a pas vécue, mais dont il a hérité émotionnellement. Freud était conscient du fait que le psychisme ne se limite pas aux expériences visibles. Il existe un réseau de forces occultes qui se reproduit dans les liens affectifs, créant des loyautés invisibles. Souvent, les petits-enfants deviennent les dépositaires de sentiments qui ne leur appartiennent pas. Ils peuvent porter la culpabilité de leur grand-mère, la peur de leur mère, les attentes de leur père. La grand-mère maternelle, en tant que source féminine de la lignée directe, apparaît comme une figure centrale dans ce processus, même si sa voix est peu entendue. Ce phénomène explique pourquoi nous nous surprenons si souvent à réagir de manière exagérée face à des situations simples. Un commentaire apparemment banal peut éveiller en nous une colère disproportionnée. Une absence temporaire peut générer un désespoir d'abandon. Ces réactions ne naissent pas seulement du présent, mais de l'héritage invisible que nous portons en nous. L'inconscient familial est toujours actif, demandant à être reconnu. Reconnaître ce mécanisme est une étape essentielle pour briser les cycles. Freud disait que rendre conscient l'inconscient est le chemin vers la liberté. Dans le cas de l'inconscient familial, cela signifie regarder en arrière et identifier que beaucoup de nos douleurs ne sont pas seulement les nôtres. Elles sont les échos d'histoires qui ont commencé avant nous. Et en prenant conscience de cela, nous cessons d'être prisonniers de ces échos. Ainsi, comprendre le rôle de la grand-mère maternelle dans l'inconscient familial, c'est comprendre comment chacun de ces gestes, qu'il s'agisse d'une étreinte tendre ou d'une critique cinglante, d'un silence lourd de sens ou d'un mot d'encouragement, continue de vivre en nous. Elle transmet des modèles de comportement et de croyances non seulement par ce qu'elle a fait, mais aussi par ce qu'elle n'a pas pu faire. La psyché familiale est donc un territoire où le passé et le présent se rencontrent, où la grand-mère maternelle continue d'exister comme une présence silencieuse, façonnant la vie de ses descendants. Si vous aimez ce genre de réflexion, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Freud a toujours souligné que la maternité ne surgit pas de nulle part. Elle se construit sur des expériences antérieures, en particulier sur le lien que la femme a entretenu avec sa propre mère. En ce sens,
La grand-mère maternelle exerce une influence silencieuse mais décisive sur la manière dont la fille deviendra mère. Elle fonctionne comme la première référence en matière de soins, d'amour, de discipline et de présence. Et même lorsque cette référence est marquée par des échecs ou des absences, elle reste la base sur laquelle repose la maternité de la fille. Cela signifie que, lorsque nous examinons la relation entre une mère et son enfant, nous devons comprendre qu'il n'y a pas seulement la voix de la mère, mais aussi l'écho de la grand-mère. La manière dont une femme prend soin de ses enfants, se rapproche d'eux, s'éloigne d'eux, ou leur fixe des limites, porte les marques profondes de l'éducation qu'elle a reçue. Freud appelait ce processus le mécanisme de répétition. L'inconscient cherche à recréer des situations déjà vécues, même douloureuses, comme s'il essayait de trouver un moyen de les résoudre. Un exemple concret aide à visualiser cette dynamique. Imaginez une femme qui a grandi avec une mère, sa grand-mère maternelle, froide, distante, peu encline aux démonstrations d'affection. Cette fille, en devenant mère, peut ressentir un désir intense d'être différente. Elle peut se promettre de ne jamais priver ses enfants d'affection. Cependant, dans la pratique, elle se rend compte qu'elle est incapable de tenir cette décision. Face à des situations de stress ou de conflit, elle se renferme, répète les mêmes silences que sa mère et reproduit, même contre son gré, la même froideur qui l'a blessée. C'est le poids de l'inconscient. Même lorsque la conscience souhaite changer, l'héritage invisible insiste pour se manifester. Un autre exemple courant est celui de la surprotection. Si la grand-mère maternelle a vécu de grandes peurs, comme des guerres, la pauvreté ou des pertes traumatisantes, elle peut avoir transmis à sa fille un modèle de soins excessivement anxieux. Cette fille, en devenant mère, continue à protéger de manière exagérée, empêchant ses enfants d'avoir leur autonomie. Souvent, les petits-enfants grandissent sans comprendre d'où vient cette surveillance constante. La réponse se trouve dans le lien souterrain qui relie la mère et la grand-mère et qui se prolonge jusqu'à eux. C'est pourquoi Freud considérait la maternité comme un domaine d'ambivalence. La mère n'est pas seulement mère, elle est aussi fille. Sa façon d'être mère est toujours traversée par l'expérience d'avoir été prise en charge. Dans chaque geste d'affection ou de rejet qu'elle offre à son enfant, elle revit inconsciemment sa propre enfance. La grand-mère maternelle vit donc en elle comme une présence invisible, déterminant en grande partie sa façon d'aimer. Cette présence souterraine peut être source de ressources ou de blessures. Une mère qui a eu une relation de soutien et de confiance avec sa mère transmet généralement un sentiment de sécurité à ses enfants. En revanche, une mère qui a grandi dans un environnement critique ou indifférent a tendance à perpétuer cette insécurité, même sans le vouloir. Et c'est précisément là que la grand-mère maternelle joue un rôle décisif. Elle n'agit pas seulement sur sa fille, mais aussi, indirectement, sur ses petits-enfants. Cette influence n'est pas seulement individuelle, mais aussi culturelle. Dans de nombreuses sociétés, la grand-mère maternelle représente la gardienne des traditions, des normes familiales, des rôles que chaque membre doit jouer. Elle transmet à sa fille non seulement comment être mère, mais aussi comment être femme dans ce contexte. Ses croyances, valeurs et règles restent vivantes même des décennies plus tard, façonnant les choix de la nouvelle génération. Il est essentiel de comprendre ce mécanisme, car il montre que la grand-mère maternelle ne disparaît pas lorsque sa fille se marie ou fonde sa propre famille. Au contraire, elle reste présente, comme une ombre ou un guide, dans la maternité de sa fille. Cet héritage peut se manifester aussi bien dans de petits gestes quotidiens, comme la façon de préparer un repas ou de consoler un enfant, que dans des décisions importantes, comme la manière de gérer les conflits ou de montrer son affection. Par conséquent, lorsque nous observons la relation entre une mère et son enfant, nous devons considérer la grand-mère maternelle comme faisant partie de cette équation. C'est une figure souterraine mais puissante qui vit à l'intérieur de la mère et s'exprime à travers elle. Reconnaître cela, c'est faire un pas vers la compréhension des raisons pour lesquelles certains schémas familiaux semblent si difficiles à briser. Après tout, nous ne sommes pas seulement face à une mère, mais face à toute une lignée qui se manifeste dans sa manière de prendre soin. Freud soulignait que le moi de l'enfant ne naît pas tout formé. Il se construit petit à petit à partir des premières expériences d'affection. Le regard, le ton de la voix, les gestes d'attention ou de rejet sont absorbés par l'enfant comme des blocs qui façonnent son identité. Dans ce processus, même des figures qui ne participent pas quotidiennement, comme la grand-mère maternelle, peuvent laisser des traces profondes.
Sa présence ou son absence compose ce que Freud appellerait l'introjection, c'est-à-dire des parties de l'autre qui viennent habiter le monde intérieur de l'enfant. Lorsqu'un enfant vit avec sa grand-mère maternelle lors de moments significatifs, comme les après-midi passés à écouter des histoires, à recevoir des câlins ou à partager des repas, il n'accumule pas seulement des souvenirs agréables. Il intègre ces expériences comme des piliers de sécurité psychique. La grand-mère, dans ce cas, devient une voix intérieure qui rappelle à l'enfant « Tu es aimé, tu as de la valeur, tu appartiens à une histoire plus grande ». Ce sentiment de continuité et d'appartenance peut se transformer en une ressource émotionnelle que le petit enfant gardera toute sa vie. En revanche, si la grand-mère se présente comme une figure critique, exigeante ou distante, l'introjection qui se produit est différente. Au lieu d'être accueilli, l'enfant intériorise l'insécurité. Une simple phrase désobligeante ou un regard désapprobateur peuvent laisser une marque durable, renforçant chez le petit enfant le sentiment qu'il doit être parfait pour mériter l'amour. Freud observait que ces expériences initiales forment le noyau du surmoi, cette instance qui régule la morale interne et dicte ce qui est permis ou interdit. Une grand-mère qui critique constamment, même sans intention, peut devenir dans l'inconscient du petit enfant l'origine d'une voix interne sévère qui l'accompagnera tout au long de sa vie. Prenons un exemple concret. Imaginez un enfant qui, en rentrant de l'école, trouve sa grand-mère qui l'attend avec le sourire, un repas préparé et du temps à lui consacrer pour écouter ses récits. Cette expérience n'est pas seulement pratique, elle imprime dans le psychisme de l'enfant le sentiment d'être digne d'attention et de soins. Des années plus tard, ce même adulte, dans des situations de crise, peut se souvenir inconsciemment de cette base de sécurité et relever les défis avec plus de confiance. Maintenant, pensez à un autre enfant qui, lorsqu'il rencontre sa grand-mère, entend des commentaires tels que « Tu ne fais jamais rien de bien » ou « Ta mère était beaucoup plus obéissante que toi ». Ces phrases, répétées quotidiennement, créent une blessure silencieuse. L'adulte qui émerge de cette expérience peut porter en lui une insécurité diffuse, une autocritique excessive, avec le sentiment constant de ne pas être assez bon. C'est le poids de l'héritage invisible. Il ne s'agit pas seulement de génétique ou d'histoires racontées, mais de marques émotionnelles qui s'infiltrent dans le psychisme sans que nous nous en rendions compte. Freud considérait ces expériences comme fondamentales dans la formation de l'ego car, dans l'enfance, l'enfant est perméable. Il absorbe sans filtre, croyant tout ce qui est dit et ressenti dans son environnement. La grand-mère, en tant que figure d'autorité affective, a le pouvoir de marquer profondément l'imaginaire de son petit-fils, même si elle ne vit pas avec lui au quotidien. Le simple fait d'apparaître lors des réunions familiales, avec des gestes répétés d'accueil ou de critique, suffit pour que des parties de sa personnalité deviennent partie intégrante du monde intérieur de l'enfant. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que l'affection est un héritage invisible. Elle n'apparaît pas dans les testaments, elle n'est pas comptabilisée dans des chiffres ou des documents, mais elle reste vivante à l'intérieur des personnes. Un petit-fils peut, sans s'en rendre compte, reproduire dans sa vie d'adulte la même façon d'aimer ou de critiquer qu'il a connue chez sa grand-mère. Ce cycle n'est brisé que lorsque l'on prend conscience de l'origine de ses voix intérieures. Reconnaître ce processus ne signifie pas placer la grand-mère dans le rôle de méchante ou de sainte absolue. Cela signifie comprendre que chaque geste, chaque silence et chaque mot contribuent à former un héritage psychique. Freud montrait que nous sommes habités par de nombreuses voix intérieures, et celle de la grand-mère maternelle est l'une des plus fortes, précisément parce qu'elle traverse la mère et atteint les petits-enfants. Ainsi, en réfléchissant au rôle de la grand-mère, nous comprenons que le véritable héritage qu'elle laisse n'est pas seulement constitué de recettes familiales ou d'histoires racontées, mais surtout de l'affection introjectée dans l'inconscient de ses descendants. C'est cette affection qui peut soutenir, limiter ou libérer les générations futures. Dans de nombreuses familles, ce qui pèse n'est pas seulement ce qui a été dit, mais aussi ce qui n'a jamais pu être dit. Freud nous rappelait que le refoulé revient, c'est-à-dire que ce qui est caché dans une génération réapparaît d'une manière ou d'une autre dans la génération suivante, sous forme de symptômes, de comportements étranges ou de sentiments qui semblent inexplicables. Ce mécanisme agit avec force dans la dynamique familiale et la grand-mère maternelle, en tant que figure centrale de la mémoire et de la transmission, porte souvent le fardeau des secrets, des culpabilités et des silences. Ces silences ne sont pas neutres.
Ils se transforment en présence invisible qui façonne l'atmosphère émotionnelle de la maison. Une grand-mère qui a subi une grande perte, comme la mort d'un enfant, un avortement ou même un amour interdit, peut choisir le silence comme moyen de survie. Ne pas parler semble protéger, mais dans l'inconscient familial, ce qui n'est pas dit ne disparaît pas. Au contraire, cela s'infiltre dans le psychisme des enfants et des petits-enfants comme une mélancolie qui ne trouve pas de mots. Prenons un exemple concret. Une grand-mère perd un bébé pendant sa grossesse. Le traumatisme est si profond qu'il n'est jamais mentionné. Elle continue sa vie, élève ses autres enfants, s'occupe de la maison, mais son regard est toujours assombri. Sa fille grandit en percevant cette tristesse silencieuse, même sans connaître l'histoire. Elle apprend à vivre avec le sentiment qu'il manque quelque chose, qu'il y a un vide impossible à combler. Des années plus tard, cette fille devient mère, et ce qu'elle transmet à ses enfants, ce n'est pas seulement de l'amour ou de l'attention, mais aussi cette mélancolie diffuse, dont l'origine n'est pas claire. En grandissant, le petit-fils ressent un poids constant, une nostalgie sans raison, comme s'il portait une douleur qui n'est pas la sienne. C'est le retour du refoulé. Autre exemple courant, la grand-mère qui a été élevée à une époque où les normes morales étaient rigides et qui a vécu des désirs et des choix qu'elle n'a jamais pu révéler. Peut-être a-t-elle aimé quelqu'un qu'elle ne pouvait pas aimer. Peut-être a-t-elle rêvé d'une vie qui lui a été refusée. Le silence face à ses désirs refoulés se transforme en critique voilée, en rigidité envers sa fille, en exigence qui semblent exagérées. La petite fille, en recevant cet héritage, peut grandir avec des difficultés à exprimer ses propres désirs, craignant les jugements ou se sentant coupable de vouloir des choses différentes. Freud observait que l'inconscient ne fait pas la distinction entre ce qui appartient au passé et au présent. Il se contente de stocker et de répéter. C'est pourquoi les secrets de famille non révélés deviennent des fantômes qui hantent les générations suivantes. Le poids de la culpabilité qui n'a pas trouvé de mots peut se manifester par des rêves récurrents, des choix répétitifs dans les relations, des maladies psychosomatiques ou des angoisses qui semblent sans cause. Il est important de comprendre que ces silences ne sont pas le fruit de la méchanceté, mais de l'impossibilité. De nombreuses grand-mères ont vécu dans des contextes sociaux où parler était interdit ou dangereux. Il ne restait que le silence. Cependant, le psychisme des enfants est sensible à ce non-dit. Il perçoit quand quelque chose est caché, quand les mots ne correspondent pas au regard. Le corps de la grand-mère, sa posture, sa façon de soupirer, tout cela communique. Et l'enfant, sans comprendre rationnellement, absorbe cette information et la porte en lui comme une partie de lui-même. Cet héritage silencieux est aussi puissant que les mots prononcés. Dans certaines familles, il suffit d'entrer dans la maison de la grand-mère pour sentir l'atmosphère pesante, l'atmosphère des choses non résolues. C'est comme si l'environnement lui-même parlait. Freud nous montrait que l'inconscient cherche toujours à s'exprimer. Et s'il ne peut se manifester par des mots, il se manifeste par des symptômes, des comportements, des répétitions. Ainsi, comprendre l'héritage des secrets et des silences de la grand-mère maternelle, c'est nommer l'indicible. C'est reconnaître que ce qui n'a pas été dit agite encore, et que souvent les petits-enfants portent des douleurs qui ne sont pas les leurs. Lorsque le silence est rompu, que ce soit par des conversations, par un processus d'analyse ou de réflexion familiale, le poids se dissipe. Ce qui était auparavant un fantôme se transforme en histoire. Ainsi, lorsque nous regardons la figure de la grand-mère maternelle, nous devons percevoir non seulement ce qu'elle a dit, mais aussi ce qu'elle a tué. Car dans la vie psychique, les silences parlent aussi fort que les mots. Et c'est dans cet espace invisible que se transmet une partie fondamentale de l'héritage émotionnel entre les générations. Culturellement, nous avons créé une image presque sacrée de la grand-mère. Elle apparaît comme le symbole de l'affection inconditionnelle, de la patience infinie, de la douceur inépuisable. Dans de nombreuses sociétés, surtout traditionnelles, la grand-mère est dépeinte comme celle qui nourrit, protège, console et ne juge jamais. C'est la figure qui offre un refuge au milieu des tensions entre parents et enfants. Cette idéalisation cache cependant une partie essentielle de la réalité psychique. Aucun lien humain n'est totalement exempt d'ambivalence, comme Freud l'a rappelé à plusieurs reprises. Freud observait que toute relation est traversée par des sentiments contradictoires. Amour et colère, désir de rapprochement et besoin de distance, accueil et critique. La grand-mère maternelle, aussi aimante soit-elle, n'échappe pas à cette règle. Elle peut être à la fois source d'affection et de conflit,
En l'idéalisant comme un refuge absolu, nous courons le risque d'ignorer les tensions invisibles qui marquent le psychisme des petits-enfants et de la famille elle-même. Un exemple clair est celui de la grand-mère qui crée des attentes rigides sur la façon dont les petits-enfants doivent se comporter. Elle peut, par exemple, exiger de bonnes notes, de bonnes manières à table, une obéissance sans faille. Bien qu'à première vue, cette attitude semble n'être que de l'attention et de la sollicitude, elle peut se transformer en pression pour l'enfant. Le petit enfant, qui ne cherchait qu'à être pris dans les bras et accepté, commence à sentir qu'il doit mériter l'amour de sa grand-mère, en le conditionnant à un niveau de performance. Inconsciemment, cela génère un sentiment d'insécurité. L'amour ne viendra que si je suis parfait. Un autre scénario courant est celui de la dispute silencieuse entre la grand-mère et la mère. La grand-mère maternelle, en voyant sa fille éduquer ses petits-enfants, peut estimer qu'elle a suffisamment d'autorité pour intervenir, corriger ou même contredire. Cette ingérence, même bien intentionnée, génère une confusion émotionnelle chez l'enfant. Qui a raison? La mère ou la grand-mère? Freud rappelait que l'ego infantile est fragile et perméable. Il a besoin de repères stables. Lorsque deux figures d'autorité entrent en conflit, l'enfant absorbe l'attention comme faisant partie de son monde intérieur. Il existe également des cas où la grand-mère rivalise, même inconsciemment, pour occuper une place centrale dans la vie de l'enfant. Elle peut offrir des cadeaux en excès, autoriser ce que les parents interdisent ou insinuer qu'elle sait mieux s'occuper de l'enfant. Ces attitudes, qui semblent une démonstration d'affection, peuvent cacher une dynamique de rivalité. Pour l'enfant, cette situation crée des loyautés partagées, des sentiments de culpabilité et souvent des difficultés à faire pleinement confiance à quiconque. Ces exemples nous montrent que la grand-mère maternelle n'est pas seulement la figure douce et accueillante de la mémoire populaire. C'est un être humain à part entière, avec ses faiblesses, ses désirs, ses frustrations et ses limites. Freud dirait que le psychisme infantile intériorise non seulement l'amour de la grand-mère, mais aussi ses critiques, ses silences et ses disputes. Le petit-fils porte en lui à la fois la grand-mère protectrice et la grand-mère exigeante, celle qui le prend dans ses bras et celle qui le juge. Reconnaître cette ambivalence est libérateur. Nous n'avons pas besoin de placer la grand-mère sur un piédestal de perfection, ni de la culpabiliser. Nous devons plutôt la voir comme faisant partie de la trame réelle de la vie psychique, où l'amour et le conflit vont de pair. Lorsque nous acceptons cela, nous comprenons mieux pourquoi certains liens familiaux sont si intenses, parce qu'ils cohabitent, côte à côte, le désir de réconfort et le poids de la critique, le souvenir de l'affection et la marque de l'exigence. En parlant du mythe de la grand-mère comme refuge, nous ne voulons pas nier la valeur de l'affection reçue. Souvent, elle est en effet un pilier fondamental, soutenant les enfants et les petits-enfants dans les moments difficiles. Mais nous devons nous rappeler que derrière ce mythe, il y a aussi des contradictions invisibles. L'enfant qui grandit dans cet environnement apprend autant de l'affection que des conflits, autant des câlins que des disputes. Freud nous enseignait que mûrir, c'est intégrer les contraires. Dans le cas de la relation avec la grand-mère maternelle, mûrir signifie reconnaître qu'elle a pu être à la fois un refuge et une source de tension, et que nous n'avons pas à choisir entre l'idéaliser ou la rejeter. Nous pouvons simplement l'accepter dans son humanité. Comprendre la grand-mère maternelle, c'est donc accepter cette ambivalence sans romantisme excessif. C'est réaliser que l'héritage qu'elle laisse n'est pas seulement fait d'amour inconditionnel, mais aussi de conflits qui, lorsqu'ils sont reconnus, nous aident à grandir. Car en fin de compte, le véritable héritage n'est pas la perfection, mais la complexité humaine que nous avons appris à porter en nous. Freud disait que ce que nous vivons dans l'enfance ne disparaît jamais complètement. Cela peut être oublié par la mémoire consciente, mais cela reste vivant dans l'inconscient, revenant dans nos choix, nos réactions et même dans nos rêves. Dans le cas de la grand-mère maternelle, ces marques émotionnelles, même subtiles, peuvent traverser les décennies et se manifester de manière inattendue dans la vie adulte. La figure de la grand-mère se transforme en une identification inconsciente, une présence silencieuse qui guide, limite ou inspire nos comportements. Beaucoup d'adultes, lorsqu'ils examinent leurs propres attitudes, ne se rendent pas compte qu'ils répètent les échos de cet héritage. Un exemple clair est celui des personnes qui, déjà mûres, ressentent le besoin presque automatique de plaire aux personnes plus âgées. Il peut s'agir de patrons, de leaders communautaires ou même d'inconnus d'un certain âge. Cette envie de plaire peut en réalité être un mouvement inconscient
visant à rechercher l'approbation de la grand-mère maternelle intériorisée, comme si, au fond d'eux-mêmes, ils essayaient encore de conquérir le regard affectueux qui leur a manqué ou de confirmer l'affection qu'ils ont reçue un jour. Un autre exemple est celui de la colère inexplicable face aux figures féminines d'autorité, une enseignante, une chef, une belle-mère. Cette réaction, souvent disproportionnée, peut ne pas trouver son origine dans le présent, mais dans d'anciens conflits avec la grand-mère. Même sans s'en souvenir consciemment, l'adulte revit dans le présent les tensions non résolues du passé. Freud expliquait ce phénomène par le transfert, des sentiments infantiles déplacés vers d'autres relations dans la vie adulte. Ainsi, l'autorité féminine qui provoque aujourd'hui de l'irritation peut simplement réactiver le conflit silencieux vécu avec la grand-mère maternelle. Ces marques s'expriment également dans les schémas relationnels. Une personne qui a grandi avec une grand-mère accueillante peut rechercher dans sa vie conjugale ou ses amitiés ce même sentiment de sécurité et d'affection. Une autre, qui a vécu avec des critiques et des exigences, peut s'habituer à des relations dans lesquelles elle doit constamment se justifier, comme si elle était toujours en dette. Il n'est pas rare qu'elle choisisse des partenaires ou des environnements de travail qui renforcent cette dynamique, sans se rendre compte qu'elle ne fait que répéter le rôle appris dans son enfance. Freud appelait ce mécanisme la compulsion à la répétition, la tendance à recréer, dans le présent, des situations qui reproduisent d'anciennes blessures. L'adulte croit vivre quelque chose de nouveau, mais en réalité, il rejoue les mêmes scénarios émotionnels, dans l'espoir inconscient de les résoudre enfin. C'est pourquoi tant de personnes se retrouvent prisonnières de schémas de vie. Elles choisissent toujours des relations qui les blessent, acceptent toujours des emplois qui les rabaissent, cherchent toujours l'approbation là où elle ne viendra jamais. L'influence de la grand-mère maternelle peut encore apparaître dans des détails subtils. Un adulte qui se sent mal à l'aise d'exprimer sa vulnérabilité peut reproduire le modèle d'une grand-mère qui ne montrait jamais sa fragilité. Un autre, qui se sent coupable chaque fois qu'il fait un choix pour lui-même, peut porter en lui la voix d'une grand-mère qui valorisait le sacrifice par-dessus tout. Même les préférences alimentaires, les habitudes quotidiennes ou les expressions linguistiques peuvent être des traces de cet héritage invisible. Pour le public mature qui a déjà traversé plusieurs décennies de vie, cette reconnaissance est particulièrement importante. Souvent, nous arrivons à la maturité avec des sentiments qui nous accompagnent sans explication. Une peur constante de l'abandon, un besoin d'être utile pour mériter l'amour, une tristesse diffuse qui semble n'avoir aucune origine. Ces sentiments, pour la plupart, ne sont pas nés avec nous. Ce sont des héritages psychiques transmis au fil des générations et la grand-mère maternelle est l'une des figures centrales de cette chaîne. Reconnaître ces marques ne signifie pas vivre prisonnier du passé, mais au contraire, ouvrir la voie à de nouveaux choix. Lorsque l'adulte se rend compte que son besoin de plaire à ses supérieurs ou de se soumettre à la critique n'est pas seulement une caractéristique personnelle, mais un héritage émotionnel, il acquiert la possibilité d'agir différemment. Freud insistait sur le fait que la conscience est le premier pas vers la liberté. En nommant ce qui était auparavant invisible, nous cessons d'être prisonniers de l'inconscient. Ainsi, aider le spectateur à reconnaître en lui-même les traits hérités, c'est aussi lui donner la clé de la transformation. Car ce qui a été transmis par la grand-mère maternelle, que ce soit de l'affection ou de la critique, une présence ou un silence, ne doit pas nécessairement déterminer à jamais sa vie d'adulte. Une fois pris de conscience, l'héritage peut être accepté, transformé et même surmonté. L'adulte mûr, en regardant son histoire, découvre qu'il peut encore se libérer des répétitions inconscientes et construire de nouvelles façons d'entrer en relation avec lui-même et avec les autres. Freud croyait que la liberté ne naît pas du déni du passé, mais de sa prise de conscience. Tant que les contenus restent cachés dans l'inconscient, nous continuons à les répéter, même sans nous en rendre compte. Ce qui a été passé sous silence par la grand-mère maternelle, ce qui a été transmis de manière invisible à travers son histoire, devient la norme au sein de la famille. Il n'est possible de briser le cycle que lorsque l'adulte se retourne, reconnaît cet héritage et décide consciemment ce qu'il souhaite conserver et ce dont il doit se débarrasser. Ce processus n'est pas simple. Il faut du courage pour regarder au-delà des souvenirs superficiels et affronter les silences, les peurs et les douleurs héritées. Beaucoup d'entre nous portent en eux des sentiments qui semblent être les nôtres, mais qui sont en réalité les échos d'expériences vécues par d'autres avant nous. Peur de l'abandon, culpabilité sans raison, difficulté à faire confiance ou à montrer sa vulnérabilité
Combien de fois ces sentiments sont-ils liés non pas à ce que nous avons vécu directement, mais à ce que nous avons hérité de notre grand-mère maternelle, même sans connaître son histoire en détail. Un cas rapporté en analyse illustre bien ce point. Un patient, déjà adulte, se rendait compte qu'il vivait des relations marquées par l'insécurité. Il avait le sentiment qu'il serait abandonné à tout moment, même dans des relations stables. Au cours du processus thérapeutique, il a découvert que sa grand-mère maternelle avait été quittée par son mari alors qu'elle était très jeune, élevant seule sa fille dans des conditions très difficiles. Cette histoire n'avait jamais été racontée en détail au sein de la famille, mais elle était présente comme une ombre. La mère, fille de cette grand-mère, a grandi en se méfiant des hommes, transmettant à son fils une peur diffuse de l'abandon. En prenant conscience de cette origine, le patient a pu faire la différence entre ce qui lui appartenait et ce qui venait de sa lignée. Cette compréhension lui a donné la liberté d'avoir des relations plus ouvertes, sans porter la culpabilité et la peur qui ne lui appartenaient pas. C'est là que la psychanalyse de Freud offre une voie, transformer l'inconscient en conscient. Lorsque nous nommons les héritages invisibles, ils cessent de nous dominer. Au lieu d'être entraînés par des répétitions aveugles, nous pouvons choisir consciemment si nous voulons suivre le même schéma ou construire quelque chose de nouveau. Mais comment ce processus peut-il se produire dans la vie pratique, en particulier pour ceux qui ont déjà atteint la maturité? Certaines pratiques peuvent aider. La première d'entre elles est la conversation sur les histoires de famille. Souvent, les secrets et les silences de la grand-mère maternelle persistent parce qu'ils n'ont jamais été nommés. Poser des questions, écouter, recueillir des récits peut faire ressortir des aspects qui aident à comprendre des sentiments qui semblaient inexplicables. Une autre pratique consiste à observer attentivement ses propres comportements répétitifs. Freud soulignait que la compulsion à la répétition est l'un des signes les plus évidents de l'inconscient à l'œuvre. Si nous remarquons que nous choisissons toujours des partenaires similaires, que nous réagissons avec la même colère dans certaines situations, ou que nous portons une culpabilité constante sans raison apparente, nous sommes confrontés à des schémas hérités. Reconnaître cela est déjà le début de la transformation. Dans de nombreux cas, il est essentiel de rechercher une aide thérapeutique. L'analyse permet à l'adulte de voir clairement ce qui était caché, lui donnant les outils nécessaires pour différencier sa propre histoire de celle des générations précédentes. C'est dans cet espace que le sujet peut enfin se séparer de l'ombre de sa grand-mère maternelle et construire une vie plus authentique. Enfin, il y a un point fondamental, reconnaître que se libérer ne signifie pas rejeter. La grand-mère maternelle fait partie de nous, et le fera toujours. La solution n'est pas de nier son influence, mais de la transformer. Nous pouvons accueillir ce qu'elle nous a transmis en termes de force, de courage, de résilience, et lâcher ce qui nous limite. Les peurs, les culpabilités, les répétitions inconscientes. Ainsi, se libérer de l'héritage invisible est un acte d'amour. De l'amour pour soi-même, pour avoir choisi de vivre de manière plus consciente. De l'amour pour ses enfants et petits-enfants, pour ne pas leur transmettre le poids de ce qui n'a pas été résolu. Et en fin de compte, de l'amour aussi pour sa grand-mère, car en donnant voix à ce qu'elle a tu, en reconnaissant ses douleurs et ses limites, nous permettons à son histoire de trouver enfin un lieu de paix en nous. À la fin de cette réflexion, nous revenons au point central. La grand-mère maternelle n'est pas seulement un souvenir lointain, une figure conservée dans de vieilles photos ou dans des souvenirs d'enfance. Elle continue de vivre en nous comme une présence psychique, un héritage invisible qui traverse les générations et façonne nos émotions, nos choix et nos relations. Freud nous a enseigné que l'inconscient est le gardien de ce qui n'a pas été totalement élaboré. Et dans le cadre familial, la grand-mère maternelle est souvent à l'origine de contenus qui continuent d'agir, même des décennies après son départ. Ses gestes d'affection, ses paroles d'encouragement, ses silences chargés de douleur ou ses critiques sévères restent inscrits dans la psyché de ses enfants et petits-enfants. Peu importe que nous ayons vécu intensément ou seulement de manière sporadique avec elle, la grand-mère maternelle laisse des traces qui transcendent le temps. Cet héritage invisible n'est toutefois pas une fatalité immuable. Au contraire, il est une invitation à la conscience. Nous ne sommes pas responsables de ce dont nous avons hérité. Nous n'avons pas choisi les douleurs, les peurs ou les secrets qui nous ont été transmis. Mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. C'est là que réside la véritable liberté. Reconnaître en nous la voix de notre grand-mère, identifier où elle nous soutient et où elle nous emprisonne, et choisir consciemment comment nous voulons vivre
à partir de maintenant. Reconnaître notre grand-mère maternelle en nous, c'est en quelque sorte lui donner un lieu de repos. Souvent, nous portons des culpabilités ou des peurs qui lui appartiennent, et non à nous. En identifiant cette origine, nous pouvons rendre à chaque génération ce qui lui appartient, et libérer nos enfants et petits-enfants du fardeau inutile qu'ils portent. C'est comme si nous disions « J'honore ton histoire, je reconnais ta douleur, mais je choisis de vivre différemment ». Ce geste symbolique brise des cycles silencieux qui durent depuis des décennies. Il y a une beauté profonde dans ce processus. Au lieu d'être simplement les héritiers de traumatismes, nous pouvons devenir les transformateurs de l'héritage psychique. Nous pouvons choisir de perpétuer la force, le courage et la résilience de nos grands-mères et de laisser derrière nous la mélancolie, la peur et la rigidité. Nous pouvons transformer l'héritage de la douleur en héritage de conscience. C'est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions offrir aux générations futures. Pour ceux qui ont déjà traversé plusieurs décennies de vie, c'est aussi une invitation à la réconciliation avec soi-même. Combien de fois nous surprenons-nous à répéter des schémas que nous ne comprenons pas? Combien de fois ressentons-nous une tristesse diffuse ou un besoin d'approbation qui semble inexplicable? En comprenant qu'une partie de cela vient de notre grand-mère maternelle, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Nous portons une histoire, et en la mettant en lumière, nous cessons d'en être prisonniers. Au final, ce qui reste, ce ne sont pas seulement les biens matériels ou les traditions explicites. Le véritable héritage qui traverse les générations est émotionnel. Ce sont les mots qui résonnent, les gestes qui se répètent, les silences qui s'installent. C'est pourquoi transformer l'héritage invisible que nous avons reçu, c'est aussi créer un nouvel héritage. Non pas un héritage lourd, mais un héritage de liberté. Et c'est peut-être là le plus grand enseignement. Notre grand-mère maternelle continue de vivre en nous, mais c'est à chacun de décider comment cette présence sera intégrée. Nous pouvons la porter comme un fardeau ou l'accueillir comme une partie de notre histoire, transformant son influence en quelque chose qui nous rend plus forts et plus humains. Nous terminons donc par un message qui résonne autant pour les parents que pour les grands-parents, pour les enfants et les petits-enfants. Le véritable héritage que nous laissons n'est pas matériel, mais émotionnel. En transformant l'héritage invisible que nous avons reçu, nous créons un héritage de liberté pour ceux qui viendront après nous. Si cette réflexion vous a plu, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Portez-vous bien et à bientôt.